voici dans les jardins de la Fondation MAG, la première fondation privée d'art contemporain qui a vu le jour en France. C'était il y a 55 ans. À l'époque, c'est un célèbre couple de marchands d'art, Aimé et Marguerite MAG, qui se lance un pari fou, faire de cette Pinède un lieu incontournable de la création contemporaine. Il faut dire qu'ils ont quelques amis qui comptent dans le milieu, Juan Miro, Georges Braque ou encore Marc Chagall et Fernand Léger. 55 ans après, ce lieu est devenu une référence pour les investisseurs qui croient à l'initiative privée pour faire rayonner l'art contemporain. Et notre région est pour eux un formidable terrain de jeu. Ici à Saint-Paul-de-Vence, mais aussi à Marseille ou à L'Isle-sur-la-Sorgue, nous sommes allés à la rencontre de ceux et celles, mais surtout de celles qui permettent de faire vivre ces fondations grâce au mécénat culturel et aux dons. C'est un reportage de Frédéric Poré, Ali Martiniki et Gilles Guérin. 55 ans après l'ouverture de la première fondation en France à Saint-Paul-de-Vence, le secteur privé prend de plus en plus de place dans la culture. C'est ça qui est important, c'est de proposer à nos visiteurs ce que nous considérons comme important dans l'histoire de l'art. La multiplication des fondations intervient à l'heure où les structures publiques sont touchées par des restrictions budgétaires. On a cette chance d'avoir cette fondation. Dans la région, il n'y en a pas énormément. Tout se passe toujours à Paris. Cette évolution correspond-elle à une spéculation autour de l'art contemporain? L'artiste y trouve-t-il un bénéfice? Une fondation, ça ne veut rien dire, une fondation. Quelle fondation? Ça, c'est la bonne question. Le musée, ça ne veut rien dire. Quel musée? Ou faut-il y voir la volonté de philanthropes? C'est au travers de portraits de présidentes de fondations que nous tenterons d'y répondre. Nous nous adressons à des galeries, à des artistes, à des collectionneurs qui tous vont pouvoir nous prêter leurs œuvres. Des femmes le plus souvent discrètes qui participent à leur manière au rayonnement de la France. Elles ont accepté de nous parler de leur motivation. Voilà, allez, vous êtes beaux comme des camions. Merci. Bon après-midi. Isabelle Mag se plaît à jouer les anonymes parmi les visiteurs. Ça montre que c'est pas un musée, c'est un lieu créé pour les visiteurs, pour les artistes surtout. Et donc à partir du moment où on passe comme un zombie, c'est pas l'idée de la fondation. L'idée de la fondation, c'est justement l'ouverture, c'est d'accueillir les gens comme on les accueille à la maison. Pour moi, c'est très important. À Saint-Paul-de-Vence, sur les hauteurs de Nice, il souffle un air enchanteur laissé par les plus grands artistes du XXe siècle. Isabelle Mag, l'une des héritières de la fondation éponyme, continue d'écrire ce dialogue entre l'art et la culture, initié il y a 55 ans. Un héritage inestimable qu'elle s'applique à entretenir. Il y a là une œuvre qui pour moi est essentielle dans ma vie, qui est le portrait de ma grand-mère par Giacometti, qui est le plus grand tableau que Giacometti ait jamais réalisé. Pour moi, ma grand-mère, elle est là. Et elle est là d'abord dans son âme ici, mais en plus, quand l'œuvre, qui n'est habituellement chez papa, est accrochée ici, elle est chez elle. C'est encore plus fort. À plus de 200 km de Saint-Paul-de-Vence, dans le Vaucluse, la Fondation Villadatrice est au cœur de l'Isle-sur-la-Sorgue. Bonjour. Bonjour. Je dois arriver enfants pour la visite. Oui. Alors, la visite est gratuite. Je vous offre le guide de l'exposition. En 2018, du mois de mai à novembre, le public a découvert la 8e exposition intitulée Tissage et tressage, qui a attiré 48 000 visiteurs. Dans cette salle, vous avez plusieurs artistes pionnières de l'art textile, notamment Sonia Delaunay, qui a ajouté une réflexion abstraite à l'art de la tapisserie. À l'origine de cette fondation privée, Danielle Marcovici. Cette chef d'entreprise n'hésite pas à parcourir le monde pour trouver des œuvres qui collent au thème qu'elle choisit chaque année. Nous effectuons nos recherches d'artistes et d'œuvres. Nous n'excluons pas de nationalité et nous recherchons avant tout des pièces qui correspondent au thème, qui sont intéressantes. Je suis allée jusqu'à New York dans une galerie américaine, la galerie Jacques Sherman, qui m'a très volontiers prêté des œuvres de cet artiste, Nick Yep, qui est à la fois chorégraphe, danseur, créateur.
Amoureuse de la Provence, elle et son compagnon ont souhaité dès 2011 faire partager au plus grand nombre leur goût pour l'art contemporain. Cette fondation, elle est née d'une idée, d'un souhait, d'une volonté de s'ancrer davantage dans la région. Nous avons organisé notre première exposition, Sculpture plurielle, avec des amis artistes la première année. Et devant le succès, j'ai décidé de continuer après la mort de Tristan en 2013 parce que tout me poussait et tout m'invitait à continuer à rendre ce lieu vivant. Avec son ancien compagnon, l'architecte Tristan Fourtine, Daniel a créé en 2010 un fonds de dotation dont la finalité est de soutenir les activités de la Fondation Villa d'Atrice, une mission défendue par les habitants de l'Île-sur-la-Sorgue. Certaines entreprises peuvent, par l'intermédiaire de ce mécénat, être exonérées d'un certain nombre d'impôts et pouvoir mettre cet argent va au public, va à tout le monde. Et ce qu'on ne pourrait peut-être pas faire s'il fallait rechercher des capitaux pour ouvrir. On voit bien parfois que certains musées ont des difficultés à survivre. À entendre certains visiteurs, les fondations existeraient en partie pour pallier les baisses du budget de la culture. Pour le vérifier, nous avons posé la question au sociologue Alain Quemin, spécialiste du mécénat dans l'art contemporain. Les fondations sont des personnes morales de droit privé qui remplissent une mission d'intérêt général. Et dans la mesure où elles mettent à la disposition de l'intérêt général des fonds qui sont de l'argent, qui est de l'argent donc privé, il est assez normal qu'elles bénéficient d'incitations, d'avantages, et notamment d'incitations en termes fiscaux. Alors l'exonération est de 60% des montants qui sont consacrés à ces causes justement d'intérêt général. Alors tout le problème ensuite, c'est les montants dont elles peuvent effectivement bénéficier sous cette forme-là. Et actuellement, on a un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes qui pose quand même le problème du bénéfice qui a été donc réalisé par la Fondation Louis Vuitton, puisqu'elle aurait bénéficié d'à peu près 480 millions d'euros de déduction fiscale. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même pour ouvrir un bâtiment qui aurait coûté au total 800 millions. En 1960, la fiscalité dans ce domaine n'était pas une priorité. Et pour cause, les fondations en France n'existaient pas. Monsieur Meg, nous sommes sur la place principale et devant la maquette de votre village qui s'appellera comment d'ailleurs? Fondation Mag, tout simplement. Mag, du nom des deux fondateurs, Aimé et Marguerite, un couple passionné par l'art contemporain qui imagine un édifice au beau milieu d'une pinède à Saint-Paul-de-Vence. Je pense que le gros œuvre va être terminé d'ici 2 mois et l'ensemble demandera probablement 2 années parce qu'il faudra constituer les collections, il faudra ramasser les souvenirs de façon à créer ce centre absolument complet. En 1963, disons. Je pense. Un an plus tard, en 1964, les fondateurs ouvrent enfin le site après 4 ans de travaux. Leurs descendants poursuivent à présent cette aventure avec toujours l'intention de montrer au plus grand nombre des chefs-d'œuvre. Si vous voulez, c'est pour combattre cette espèce d'esprit égoïste du collectionneur maniaque qui garde ses tableaux pour lui seul. La Fondation Mag appartiendra à l'État ou qu'elle appartient déjà à l'État? Elle appartient, si vous voulez, elle n'appartient ni à l'État ni à une communauté. Elle appartient à un conseil d'administration sous le terme de fondation qui est régi par la loi de 1901 et qui vient d'être reconnu d'utilité publique il y a 8 jours. À ma suite, mes enfants prendront la succession à la présidence du conseil d'administration, mais la fondation continuera comme un organisme contrôlé par l'État. C'est seulement en 1987 que les fondations obtiennent un statut juridique bien défini. Isabelle le connaît par cœur, mais elle rajoute aussi sa touche personnelle, tout en respectant l'esprit de son grand-père. C'est un lieu à part, c'est-à-dire que voilà, les artistes se sentent bien à la Fondation, ont envie de participer à cette aventure. Et les artistes jeunes comme Philippe Perrin ou comme Ranan Levy ou comme d'autres qui offrent des œuvres à la Fondation parce qu'ils sont sûrs que leur œuvre
elle est ad vitam aeternam à la Fondation, puisque nos œuvres sont inaliénables. À la friche de la Belle de Mai, là aussi, l'art prend l'air. Et il n'y a que l'embarras du choix dans les 45 000 mètres carrés du 3e arrondissement de Marseille. Ce territoire culturel et urbain abrite 70 structures de forme privée et d'intérêt public. L'atelier de Gilles Barbier en est une illustration. Coucou. Vous avez trouvé le chemin? Oui, on l'a retrouvé. Allez, montre-nous. Gilles Barbier occupe son atelier depuis 1992, depuis la transformation de la friche industrielle en fabrique d'art, et c'est ici qu'il crée. Alors, je vais sur Internet et je fais les banques d'images. Oui. Je me fais les banques d'images, je vole des images, notamment de pièces d'or, de tout ce qui peut avoir, de tout ce qui peut évoquer l'idée du trésor. Il y a 2 ans, tu avais fait une exposition à la friche de la Belle de Mai où tu avais commencé ce travail, où on voyait déjà un trésor. J'ai fait un premier trésor. Oui, tu nous l'avais présenté. C'est en 2010 que les deux Françoises rencontrent Gilles. Formée à l'école des Beaux-Arts, elle voue une admiration sans faille à son travail. Alors, en 2013, quand Marseille est désignée capitale européenne de la culture, avec émotion et sans trop y croire, elle lui demande d'ouvrir son atelier pour que le public découvre son univers. Ce qu'il accepte à leur grand étonnement. C'est mon travail que de transmettre l'activité que je produis. Je ne peux pas juste attendre, faire mon petit truc dans mon coin et puis et attendre que quelqu'un vienne, l'expose. Ça ne marche pas comme ça, ça n'a jamais marché comme ça, jamais. Regardez l'atelier de Courbet, l'atelier des mecs de la Renaissance, ça a toujours été des lieux ouverts. On s'est senti bien alors qu'on aurait pu être intimidés. Et il nous a dit oui tout de suite à ce projet. Il ne connaissait pas, c'était une petite association naissante. Je crois qu'il a aimé le fait qu'on s'était entouré d'artistes à la fois émergents et d'autres plus connus. De cette rencontre avec Gilles et 12 autres artistes marseillais est né le livre La Planque, un ouvrage témoin du travail de leur association L'Art prend l'air, qu'il a fallu bien évidemment financer. Mais ici, pas de fonds propres ou d'héritage. Ce qui était difficile, c'était de trouver de l'argent. Donc la ville, on a demandé des subventions, c'est l'intérêt d'avoir une association. La ville on a obtenu des subventions de la ville et du conseil régional, et puis on a cherché des partenaires. Et ça, c'était plus laborieux. Donc on a eu Vinci qui a dit oui, et puis on est allé voir des entreprises de toutes sortes, honnêtes, Delta, des entreprises comme Pythéas Conseil. Tu as essayé malhonnête? Les œuvres ne se suffisent pas à elles-mêmes. C'est faux de croire ça. Picasso pourquoi a-t-il tellement de succès? C'est parce qu'il est raconté, et re-raconté, et réexploré, et réexploité, et remontré, et réarchitecturalisé, et redisposé. C'est cet usage permanent de l'œuvre qui fait qu'une œuvre devient une œuvre. Reste que l'usage de l'œuvre est aussi indissociable de son environnement. Il y a plusieurs espaces. La galerie, c'est le plus important. C'est là qu'on bouffe. Ça permet de gagner de l'argent. Après, il y a des lieux qui sont prescripteurs. C'est aussi simple que ça. Donc une fondation, ça veut rien dire une fondation. Quelle fondation? Quelle fondation? Ça, c'est la bonne question. Où? Quand? Avec qui? Un commissaire d'exposition qui sera une grosse pointure? Oui. Ah, il a exposé avec machin, alors c'est fantastique, ça doit être quelqu'un de bien, voilà. C'est aussi simple que ça. Cette question n'est pas primordiale pour la Fondation Villa d'Atrice, qui a toujours comme commissaire d'exposition sa présidente, Danielle Marcovici. Certaines des œuvres présentées dans le Vaucluse sont prêtées par les artistes, d'autres seront achetées pour alimenter le fond de la collection. Depuis 2011, je fais l'acquisition pour la Fondation de plusieurs pièces qui, quelque part, gardent la mémoire
de chaque exposition et qui ont constitué au fil des années une vraie collection, la collection de la Fondation Villa Beatrice, qui est exposée maintenant à l'occasion d'expositions à l'espace Monte Cristo à Paris. Dans le 20e arrondissement, cette chef d'entreprise n'a pas hésité à transformer ses anciens entrepôts en lieu d'exposition permanent, avec une large place à la sculpture cinétique, complétée chaque hiver par la présentation des nouvelles œuvres acquises. On va pas faire comme à la Villa ou en Provence, à l'Île-sur-Sorgue, où il y a des étages qui sont destinés à certains thèmes. Et là, comme on va pouvoir bénéficier de tout l'espace en même temps, on va essayer de faire... Depuis son ouverture en 2014, Jules, le fils de son compagnon, assure le fonctionnement de l'espace Monte Cristo. Et on a déjà des gens qui nous ont appelés, qui sont descendus en Provence ou qui n'ont pas pu y aller et qui ont hâte de voir le petit condensé de ce qu'on a exposé en Provence. Il tient absolument à la gratuité de l'accès afin de toucher un très large public dans ce quartier populaire parisien. Pour lui, c'est l'essence même de la Fondation. Moi, j'ai toujours été très admiratif quand même du principe de base de la fondation et des fondations en général, parce que c'est quand même quelque chose d'assez étrange, enfin étonnant et génial, d'enfin ne pas garder quelque chose pour soi et d'en faire profiter. On vit pas longtemps et c'est important de donner ce qu'on a en fait, si on en a trop. Donc voilà, l'idée moi c'est ça qui me branche beaucoup et j'ai toujours, de toute façon, j'ai pas attendu de travailler ici pour appliquer cette sorte de philosophie-là. Partager, c'est une valeur. C'est vrai que c'est une valeur de base un peu chez nous, j'oserais dire. Pour Danielle, les minutes sont comptées. Elle est à peine arrivée à l'espace Monte Cristo qu'elle doit repartir dans la banlieue parisienne, à Roissy plus précisément, dans les locaux du siège social de son groupe d'emballage. Implanté dans 18 pays européens, il emploie plus de 1600 collaborateurs. Nous aurons 30 000 emplacements qui vont permettre d'accueillir environ 10 000 produits. Fantastique. Voilà, Créé en 1954 par sa mère Rachel Marcovici et Janine Rocher, le groupe est aujourd'hui le numéro 1 en Europe de l'emballage et se distingue aussi par ses engagements en faveur des femmes, mais aussi en direction de l'art contemporain. Ce soutien à la création passe par l'acquisition d'œuvres originales ayant comme point commun l'utilisation de matériaux d'emballage. Bonjour, pourrais-je avoir la clé de la salle de réunion? Merci bien. Un investissement qui n'est pas pour déplaire aux salariés du groupe qui sont aux premières loges pour les admirer. Vous l'avez remarqué, elles sont très proches de notre métier. Ce sont des créateurs que Daniel connaît et où elle chine au fur et à mesure. Donc on bénéficie à la fois du cadre de travail et puis d'un détournement aussi de notre métier. On voit tout ce qu'on peut faire avec des matières qui sont plutôt destinées normalement à l'emballage et qui ici prennent une autre vie. Les œuvres qui sont ici sont toutes nées de mes découvertes dans les galeries, dans les expositions. Une seule œuvre est une œuvre de commande. Elle est dans le hall. Bernard Prane l'a créée il y a 2 ans pour nous, avec nos produits, mais c'est une œuvre tout à fait singulière et étonnante. En France, la culture arrive en 3e position après la santé et l'action sociale en matière d'investissement pour les fondations. Près des 2/3 des fondations, tous secteurs confondus, se trouvent dans Paris même et sa couronne. La région PACA, elle reste tout de même attractive avec la présence de 110 fondations, juste après la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il est évident que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très attrayante pour les fondations, car lorsque celles-ci se créent, elles cherchent à toucher le public. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur étant une région fortement touristique, elle va véritablement pouvoir offrir les conditions aux fondations en termes de, justement, fréquentation, qui est quand même un enjeu très important, surtout qu'aujourd'hui la concurrence est tellement vive, l'offre est tellement forte qu'il faut véritablement pouvoir compter sur un réservoir de visiteurs potentiels que la région PACA assure véritablement.
Certains artistes l'ont bien compris. C'est le cas de Bernard Venet. Originaire des Alpes de Haute-Provence, il s'est expatrié aux USA dès 1966 pour devenir une figure emblématique de l'art conceptuel. Ce qui ne l'a pas empêché d'ouvrir sa propre fondation dans le Var en 1994. Sur un site de 4 hectares, au Muy en Provence, sont exposées les œuvres de sa collection personnelle d'artistes internationaux, mais aussi ses sculptures monumentales. À Marseille, au Palais du Pharaon, l'art conceptuel de Bernard Venet devient un jeu d'enfant. Coucou! Est-ce que ça vous plaît cet arc? Vous voulez que je vous dise qui c'est qui a fait ça? L'artiste? Il s'appelle Bernard Venet. Il est d'où? Et il est français, originaire du sud de la France. Et il aime le désordre. Il n'aime pas l'ordre, comme les enfants. Cherchez ton ballon. C'est surprenant et puis ça les surprend aussi. Ils trouvent des idées pour grimper, des idées pour jouer, avec le ballon, avec des voitures. C'est vrai que ça s'amuse, on vient souvent. À l'origine de cette initiative, les deux Françoises, ce sont elles qui ont fait venir l'œuvre en 2013. Ça a bien vieilli, moi j'adore cette couleur. J'adore cette couleur avec ce... Tout ça parce qu'en fait, il est passionné de raisonnement mathématique. Pour y parvenir, pas de fondation, mais une simple association. On crée une association, c'est pour avoir une bulle et pour pouvoir faire des choses. C'était la forme juridique la plus simple. On n'avait pas d'envie d'argent, comment peut-on dire. Pour le plaisir, ça nous permettait aussi d'obtenir des subventions pour financer les projets, qu'ils soient éditoriaux, d'expositions, d'événements. Et ça nous laissait cette grande liberté aussi, sans attente de résultats financiers. Prêté par l'artiste, l'arc est toujours en vente et en quête d'un généreux mécène. Retour à Saint-Paul-de-Vence. La Fondation MAG ne se contente pas uniquement de faire vivre le passé. En marge de la collection permanente, des expositions temporaires sont organisées pour attirer toujours plus de visiteurs. L'an dernier, Yann Fabre était à l'honneur. Pour nous, c'est vraiment le symbole de l'art moderne. Dans la région, il n'y en a pas énormément. Tout se passe toujours à Paris. Et on a cette chance d'avoir cette fondation. Et nous essayons de venir au moins une fois par an pour faire découvrir la fondation aux personnes qui ne connaissent pas et découvrir toujours une nouvelle exposition. Une de ces créations pourrait bien enrichir la collection, composée déjà de 12 000 œuvres et 40 000 livres. Un patrimoine gigantesque qu'il faut entretenir et parfois restaurer 55 ans après sa création. Pour le financer, la famille a fait appel à des donateurs. La Cité des Amis a été créée par ma grand-mère avec ses meilleurs amis. Et puis petit à petit, elle a pris de l'ampleur. Et on a aujourd'hui des gens aussi différents qu'un étudiant qui va payer une cotisation basse jusqu'à un mécène qui va donner une belle cotisation. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est un problème monétaire. On sera très attentif sur l'utilisation parce qu'il n'est pas question que l'argent qui est donné par X ou Y ne serve qu'au fonctionnement. Il doit servir pour des projets, il doit y avoir un but. Or, le but, c'est de faire rayonner l'art, c'est de faire rayonner notre idée de l'art. Et notre idée, je ne dis pas nous, famille, je parle notre idée, artiste, famille, amis. C'est vraiment une idée, c'est un état d'esprit, la Fondation. Artistes, donateurs, entreprises, collectionneurs, tous des passionnés par l'art contemporain qui ont une même ambition, faire rayonner un territoire au travers de leur fondation. Des hommes et des femmes fortunés qui prennent le relais face aux baisses de dotation publique, une forme de citoyenneté pour permettre l'accès à la culture au plus grand nombre.